Bonjour et bienvenue sur Terre-Mère. J'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous, likez et partagez, ça aidera à être plus visible sur les algorithmes de YouTube. Premier petit conseil, prenez pas à la lettre vraiment tel que je présente les choses. Car chaque sol, chaque région, chaque type de terre, chaque climat sont différents. Et en fonction de ça, c'est pas pareil. En fonction du type de culture ou d'élevage aussi. Évidemment, c'est un sujet qui est aussi complexe que les deux sujets précédemment exposés dans les deux derniers épisodes. J'essaye au mieux de simplifier pour, d'une part parce que les vidéos, j'ai pas la capacité de mémoire comme je voudrais, donc faut que je sélectionne. En parallèle, j'essaye d'un peu vous montrer ça sur le terrain. Enfin, cette année, je suis en pleine expérimentation, montage de mon projet. À part quelques contrats saisonniers, j'ai pas eu la grande occasion de pouvoir expérimenter de cette région qui est l'Auvergne, qui présente pas mal de paramètres, voire peut-être plus que certaines autres régions, notamment le climat montagneux, le microclimat qu'on peut rencontrer dans le Massif central. J'ai pas encore eu l'occasion de bien travailler la terre ici, donc je redécouvre tout ça au fur et à mesure. La magie de découvrir un jour qui chacun d'entre eux est différent. Je pense que le jour précédent, on n'avait pas remarqué, ou alors se découvrir à une idée un jour et que le lendemain on se rend compte que c'est pas pareil, que ça doit évoluer différemment. Ça amène à la réflexion. Pour vivre main dans la main avec Mère Nature, qui attend à nous apprendre et à nous donner du moment qu'on la respecte. Bon allez, c'est parti pour la vidéo. Le 3e épisode du premier documentaire. Comment éviter de bloquer son sol et voir pourquoi ça peut arriver. Régénérer un sol et l'améliorer pour pouvoir produire pas forcément plus, mais en tout cas mieux. Alors voilà, au terrain pour une nouvelle journée. Et je pense que ce sera plus facile de vous expliquer ça sur le tas en vous montrant directement. Ce sera plus facile à expliquer et vous verrez mieux. Mais avant toute chose, on va commencer la journée avec un magnifique petit barbecue. Bon appétit si vous passez à table. Une merveille. Bien fumé au thym frais que j'ai jeté dans les braises. Ça a fumé un peu la viande. Aaron, tiens. Moi c'est bon la viande. Une tuerie. J'ai hâte d'avoir mes poulets, de me faire des barbecues de chapon ici. J'ai ma broche et ma grille qui attendent plus que ça. Et mon bébé aussi. Tiens. Et une fois la cuisson terminée, surtout, recouvrir les braises brûlantes de terre, c'est important. Comme ça, pas de risque d'incendie. Et après ça, mettre une bonne couche de terre et mouiller. Et oui, parce que mettre de l'eau directement dessus, ça en consomme beaucoup. Du coup, la terre, elle permet d'accueillir plus d'oxygène et l'eau à refroidir le tout. Et voilà, après tasser, ça permet de bien compacter la terre pour asphyxier le foyer. Après on mouille. Voilà comment faire un barbecue responsable et sans danger. Creuser un bon trou à peu près jusque là
Et veillez à que les flammes elles aillent pas plus haut que mi-cuisse pour éviter la propagation de débris. Surtout pour éviter la propagation de débris, surtout éviter la paille et tout ça. Surtout comme là quand il y a du vent. Et voilà qu'est-ce que ça donne au final. Bien cuite, bien caramélisé et légèrement rosé au milieu. Voilà, après avoir bien mangé, revenons-en à nos moutons. Comment bien enrichir la terre? Moi j'utilise ce que vous voyez là en surface, du fumier d'âne. Une bonne couche. Sur de la tonte de gazon, des feuilles et de la terre du talus, comme j'ai pu l'expliquer dans une précédente vidéo. Ça, j'y laisse descendre. Ça, j'amenderai mon terrain à la saison prochaine avec. Ça lui laisse le temps de bien se décomposer. J'évite toute matière type tronc d'arbre comme ça. Bon là, je les ai mis là, mais je vais les décaler pour faire une émorte ici. Ça permettra de pas trop enrichir le compost fumier en carbone. Car voilà, on en vient à un sujet important. C'est que si on enrichit la terre en carbone de trop, les éléments minéraux et nutritifs ils se fixent au carbone et plus aux autres éléments, ce qui fait que c'est moins assimilable par les plantes. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un sol bloqué. Alors bien sûr, je dis pas qu'il faut pas apporter de carbone. Au contraire, par exemple sur des sols pauvres en éléments nutritifs comme les sols sableux ou très compacts, notamment les sols argileux, c'est nécessaire de faire ce qu'on appelle la nutrition carbonée. Donc apporter du paillis, euh, du broyat, tout ce qui est des branches, du bois. Ça en se décomposant, ça fait du carbone. Mais comme expliqué précédemment, faut veiller à pas trop non plus en apporter. Ça a ses avantages comme enrichir le sol, permettre d'avoir des plantes plus robustes. Mais à contrario, il y a, y a ce phénomène qui peut se produire si on en apporte trop. Oh cette année, en faisant mes planches de culture, je les ai travaillées simplement sans les amender. Ou presque au total, j'ai rajouté 8 brouettes du talus d'en haut à chaque planche. On peut voir que les cultures, elles ont bien pris. Si on oublie les limaces qui sont venues envahir les tranchées. Ça a une bonne terre. Bien argileuse. Ce type de terre mérite justement un bon amendement. Et un travail, bon, pas en profondeur bien évidemment, je fais en surface, pas plus de ça de profondeur en général, 10-15 cm maximum. Et après le compost, une fois bien décomposé, je l'étale là l'hiver. Et après avoir décompacté un peu le sol, je commence à le mélanger légèrement une fois à la main. Et
Et à la fin de l'hiver, une fois qu'il sera bien assimilé au sol, là je refais un passage et pour, euh, pour bien mettre tout ça léger, de façon à bien oxygéner le sol, bien mélanger. Et après, travailler les cultures. Quand j'aurai les poules, je vais y apporter leur fumier en plus de celui des zones. On peut y apporter à la fois aussi le sang, les plumes, euh, quand on en tue une pour la manger. Ça enrichit le compost. Mais utilisez pas de débris de viande, c'est pas bon. Ça développe des champignons qui peuvent être nocifs pour les cultures et autres. Puis c'est pas des bons nutriments pour la plante. Donc voilà le point de départ avant même de semer ou de repiquer les plants. Pour justement développer la deuxième partie de ce que je veux vous expliquer. C'est-à-dire avoir une meilleure récolte. Peut-être pas produire plus, mais ça y contribue en tout cas. Ça dépend les années. Suivant les maladies, le temps, les ravageurs. Toutes ces petites choses auxquelles il faut prêter attention. Après, tout dépend le type de mode de culture qu'on choisit. Personnellement, je mélange plusieurs compétences. Il y a une mode, je sais pas d'où elle sort, c'est cultiver sans eau. C'est une plante, c'est 70% d'eau. Si on l'arrose pas, c'est comme vous au bout de 3 jours. Vous finissez déshydraté, desséché comme une momie. Moi personnellement, je suis un peu contraint parce que je peux compter que sur l'eau de pluie ou l'eau que je monte au terrain. C'est pour ça que je privilégie des variétés qui sont résilientes en eau. Ça permet de moins avoir de soucis, notamment les légumes fruits. Donc que je vais pas tarder à acheter mes greffons. Par exemple les tomates, les aubergines, les poivrons, les piments. Là c'est des plants F1, donc qui sont résilients, résistants. Et je compte prendre des plants de variétés anciennes. Il faudra que je me renseigne sur les compatibilités avant. Et ça permettra d'emprunter les capacités du pied F1 pour pouvoir produire une variété ancienne. Et de faire ça, ça renforce le patrimoine génétique de la plante, qui fait qu'elle est moins sensible aux maladies et ça permet parfois, c'est peut-être pas exact à chaque fois. Encore là, ça dépend plein de paramètres de pouvoir fructifier davantage, qu'elle soit plus productive. Voilà pour les plantes à tiges. Les arbres et les arbustes, notamment mon petit framboisier qui, quand il se sera bien développé, je vais le croiser avec le mûrier que je compte prochainement acheter. Ça me permettra d'avoir un fruit mix. Oui, parce que leurs patrimoines génétiques sont relativement très proches et ça crée un fruit entre les deux. Tel qu'on en a discuté avec l'ancien, un de mes amis qui est agriculteur. Il m'a dit de toute façon il y a pas, comment dire, qu'une sorte de culture qui est universelle.
C'est selon les caractéristiques du terrain, l'emplacement, tous ces facteurs, le mieux c'est d'expérimenter et, garder le meilleur et voir encore pour mélanger un peu différents types de cultures selon les plantes. Parce que un type de culture conviendra certes à une plante, mais pas forcément à une autre espèce, à un autre légume ou autre culture. C'est la magie de la nature, c'est savoir s'adapter en conséquence. Un facteur aussi important, c'est par exemple quand vous semez, pour prévoir au cas où il y a des pertes ou voilà, c'est produire, en faire développer davantage pour justement après sélectionner les meilleurs plants. Également veiller aux associations. Il y a des plantes qui poussent mal ou produisent très peu à côté d'autres, tandis que d'autres sont compatibles pour pousser à côté ou même ensemble. Par exemple les tomates, et une fois quand elles sont grandes, le feuillage fait une espèce de canopée qui fait que, par exemple en plein été, les salades elles crament pas si on les plante dessous, car c'est des plantes plus sensibles et comme ça elles pourront bénéficier de la mi-ombre. Après par exemple au niveau des salades aussi, c'est pour éviter les ravageurs, on peut y mettre entre deux rangs d'aliacées, donc ail ou oignon. Je dis pas que ça marche à chaque fois, et là cette année j'ai essayé, ça a été l'invasion dans le potager. Après je pense que j'ai pas forcément fait trop gaffe en les plantant. Il devait y en avoir dans la touffe au moment où j'ai divisé. Donc ça n'a pas eu grand effet. Mais si je regarde maintenant, il y a ces plantes-là. Partout ailleurs, je retrouve des coquilles d'escargots et tout ça. Sauf c'est la planche des aliacées. C'est très efficace. Après, éviter, euh, de mélanger des trucs qui pourraient être toxiques pour votre sol et pour même vous, parce qu'au final, en se dégradant, les plantes l'absorbent et on le mange derrière. Par exemple, les graines bleues pour les limaces. Ça peut être toxique. Bon, si on en met quelques-unes, ça peut aller, mais il faut pas abuser. Le mieux pour les limaces et les escargots, c'est le savon noir. Le meilleur répulsif naturel qui puisse exister. Pour en revenir au compost, là, quand j'aurai terminé de filmer, je vous montrerai après, parce que je peux pas filmer en même temps que je pelte. Je vais enlever les bouts de bois et je vais y étaler, y mélanger un peu et aussi y importer un peu de terre dans laquelle il y a des vers de terre qui vont contribuer à ça, à la décomposition. Le fait d'oxygéner aussi, ça va aider à que le tas descende, c'est-à-dire que il va mieux se décomposer, tandis que si c'est vraiment
comme si je mettais une bâche par exemple, tout le méthane et tout ça contenu dans ça. Ça se stockerait au lieu de s'évaporer. Ça peut également faire une mauvaise fermentation. Il y a, il y a aussi un autre facteur important dans la culture des légumes. C'est de favoriser la polyculture et aussi la rotation des cultures. Ça permet d'année en année. Par exemple, là, on a, on a les légumineuses. L'année prochaine, j'y mettrai des tomates. Car là, les légumineuses, elles vont fixer l'azote dans le sol. Et l'année prochaine, cet azote-là, il sera disponible pour une culture qui est plus gourmande. Ça permet ça permet de pas appauvrir le sol, comme le font les monocultures. Personnellement, je vais avoir une parcelle de monoculture, donc de blé. Et, pour justement pallier au fait que ça puise beaucoup dans les sols, je vais, je vais pas y faire en monoculture, mais je vais essayer de sélectionner une compatibilité entre plusieurs graines que les poules elles peuvent assimiler facilement. Ça mélangé à de la luzerne, qui est une légumineuse, ce qui permettra de fixer l'azote dans le sol, comme le font les agro-industriels avec le blé, l'orge, le maïs et le soja. Et, en agriculture intensive qui tue les sols. Et ça sans parler de tous les pesticides, le glyphosate, tous ces antifongiques. Bon, il y a par exemple des cultures comme le seigle où c'est nécessaire parce que le seigle développe ce qu'on appelle l'ergot, qui contient une molécule semblable et aux effets également de ce qu'on appelle le LSD, qui est un puissant hallucinogène qui est potentiellement mortel. Notamment, une petite page d'histoire. Aux États-Unis, il y a eu ce qu'on appelle les procès de Salem. Les gens, à l'époque, il n'y avait pas tous ces traitements et le seigle, il avait chopé ce champignon. Tout le village a été youhou! Et ça s'est terminé en grand massacre. Personnellement, et ça après c'est mon avis, forcément par rapport à la production qu'on doit pour nourrir l'entièreté de la population mondiale, forcément on est obligé de s'adapter. Après, le truc, c'est que je suis pas pour l'intensif à fond, pesticides et tout ça. Non, si un traitement doit être fait, il doit être fait. Mais faut pas abuser de tout ça parce qu'après ça se retrouve dans la plante, dans notre alimentation. Et, et c'est à cause de ça que ces substances, ça développe des cancers, des tumeurs et autres. Personnellement, je vais en faire une de monoculture. Enfin, je compte partir au départ sur du blé. Mais avec l'idée également euh, d'y inclure, pour nourrir mes poules, faire euh, un mélange de graines. Et vu que c'est des cultures qui appauvrissent vachement la terre,
Je comptais pallier ça par de la luzerne, qui est une légumineuse qui, pour un des éléments nécessaires, donc l'azote, le phosphore et le potassium, ont la faculté de fixer l'azote dans le sol et de produire aussi des graines qui sont assimilables par les poules. C'est jusqu'à présent un peu une des rares solutions que je pense utiliser dans un premier temps, car la production de blé, je serais obligé de, par rapport à mes autres cultures, on va dire, à être intensif par rapport à, si je veux nourrir mes poules sans faire d'intrants, si je veux autonomiser davantage mon élevage, de façon à pas me retrouver dans quelques années avec un carré où il n'y a plus rien qui pousse. J'ai réfléchi et après ça reste toujours à tester. Quand les blés ils sont ramassés, ils plantaient des fleurs sauvages. Ça permet d'une part de pas laisser les sols à nu et d'embellir le potager et avant de remettre une fournée de céréales, tondre ces plantes qui viendront par la suite enrichir elles aussi la, la terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, salut.